Très bien. Donc je vous propose de commencer le webinaire, parce que 45 minutes, ça passe très, très vite. Le webinaire qui s'intitule donc Gestion des sauvegardes donc par la solution Kiwi Santé, qui est donc édité par nos soins, donc par la société Kiwi Backup. Nous sommes une société qui existe depuis 2003. Nous commercialisons une solution de sauvegarde de données classiques, et donc pour cette fin d'année, nous souhaitons, et puis même nous allons, mettre en ligne une solution spécifique pour tout ce qui est données de santé, sachant que bien sûr, les données de santé ne se traitent pas comme les autres données. Il y a une réglementation qui est vraiment bien particulière. Voilà. Donc au niveau du sommaire, on va avoir déjà une première partie avec une introduction et rappeler brièvement donc à la fois le contexte juridique et quelques informations concernant HDS, donc l'hébergement des données de santé. Ensuite, je passerai la main donc à Sébastien Heitzmann, qui est le gérant et directeur technique de la société, qui vous parlera de manière un petit peu plus globale de l'architecture d'un point de vue du système, qui fera également une présentation des interfaces, donc des interfaces administrateurs et utilisateurs, qui sont donc mis à disposition des clients finaux et également de nos partenaires. Et ensuite, je reprendrai la main pour discuter davantage de manière un petit peu plus pratique de l'offre qui est proposée. Voilà. Donc, dans un premier temps, rappel du contexte juridique. Donc, bien sûr, tout ce qui est de sauvegarde de données de santé est très réglementé, et notamment la ZIP a édité un guide que vous pouvez consulter directement via le lien qui est indiqué sur ce slide, et qui récapitule vraiment l'ensemble des éléments qui sont assez complexes. Ensuite, donc, bien sûr, la sauvegarde doit être obligatoirement faite chez un hébergeur qui est agréé données de santé. Donc, pour notre part, nous allons travailler, et puis nous avons déjà eu la confirmation de la part de OVH Healthcare, avec qui nous sommes partenaires pour les données classiques depuis plusieurs années, et donc pour lesquelles maintenant nous faisons confiance pour la suite et pour la mise en place de cette nouvelle solution. Ensuite, un autre élément qui est très important, c'est que la sécurité des sauvegardes doit bien sûr être aussi équivalente que la sécurité des données sources. C'est-à-dire que normalement, au sein des cabinets médicaux et chez les différents praticiens, il doit y avoir une série de procédures qui doivent être mises en place et qui doivent être respectées. Et donc, bien sûr, il paraît tout à fait évident qu'au niveau de la sauvegarde, ces procédures et puis ces réglementations et puis ces sécurités soient largement maintenues, voire même également augmentées, on va dire. Ensuite, un autre élément qui est important, que vous pouvez peut-être consulter, c'est le replay du webinaire du 9 mai. Donc, nous avons également un lien qui est mentionné ici, que nous avons réalisé sur tout ce qui est réglementation et critères de choix pour tout ce qui est sauvegarde des données de santé. C'est un webinaire que nous avions organisé et qui retrace vraiment d'une manière plus précise les différents éléments du contexte juridique et réglementation. Voilà. Ensuite, dans un second temps, concernant le rappel HDS, donc hébergement données de santé, donc bien sûr, l'hébergeur doit justifier sa conformité aux exigences légales, certainement d'un point de vue éthique et des droits des patients, et également une sécurité élevée des données. Donc l'agrément HDS est délivré par la ZIP Santé pour une période de 3 ans, et sur instruction bien sûr d'un dossier technique qui est très rigoureux. Je ne sais pas si éventuellement vous avez des éléments sur lesquels vous souhaiteriez que l'on revienne sur ces deux slides, avant de passer, on va dire, de manière un petit peu plus pratique, vraiment aux interfaces et à la solution en elle-même. Donc n'hésitez pas à en faire part via le chat si vous souhaitez des éléments. Le coût de l'agrément HDS. Alors ça, c'est une bonne question. Sans doute important, assez cher. Après, en plus, je pense du fait de mettre en place le coût de l'agrément lui-même, il y a également derrière tout ce qui doit être mis en place au niveau de l'infrastructure. Et après, au niveau des personnes qui travaillent justement sur cet agrément auprès de l'hébergeur, pour mettre tout en place. Voilà. Mais par rapport à ça, on n'a pas vraiment d'informations chiffrées, dans la mesure où c'est vraiment OVH qui a l'agrément et donc hébergeur de données de santé.
Voilà, donc comme confirme Céline, on travaille donc avec OVH Healthcare. Très bien. Donc maintenant je vais laisser la main donc, à Sébastien Heitzmann, qui va vous parler davantage de la partie plus technique et ensuite de présentation des interfaces. Merci, à tout à l'heure. J'ai le soleil plein dans les yeux. Bonjour. Donc je vais faire cette partie il y a 3 éléments. La première, c'est une petite présentation de l'architecture et puis quelques éléments techniques un petit peu rapides. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et ensuite, une présentation donc en live de la partie administration du système et ensuite de la partie cliente. Donc on va commencer par la partie architecture. Je trouve le bouton. Donc le système de sauvegarde, là, on parle essentiellement de Kiwi Santé, mais il faut savoir que ça s'appuie sur un système qui est notre version 4 de notre moteur de sauvegarde Kiwi qui existe maintenant depuis 14 ans. Donc on a développé cette année une nouvelle version et donc on va parler essentiellement de cette nouvelle version qui supporte Kiwi Santé. Donc derrière, il y a un système qui est le même en santé ou pas santé, avec quelques petites différences que je préciserai au cours de la présentation. Mais il faut savoir que c'est un système voilà, qui est aussi disponible en données de pas santé. Donc les fonctions clés d'un système de sauvegarde, c'est évidemment de faire une sauvegarde, d'assurer le transfert crypté, donc toute la sécurité du système, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous. Il est évidemment hors de question que des données, qu'elles soient de santé ou pas de santé, puissent être écoutées sur le réseau ou puissent fuiter d'une quelque manière que ce soit. En santé, c'est évidemment encore plus important, donc c'est toujours encore une autre priorité absolue, c'est la sécurité. Donc, on stocke également les données cryptées. Ça, c'est une particularité de l'agrément HDS. On est obligé de stocker toutes les données qui sont sur un disque dur, doivent être cryptées avec une clé qui, évidemment, n'est pas juste à côté. On a également, sur la solution Kiwi Santé, une double authentification pour la restauration, parce que quand on sauvegarde, l'objectif, c'est à un moment donné de pouvoir restaurer. Donc, les sauvegardes étant gérées par les serveurs de nos clients, il faut évidemment que la restauration fasse l'objet d'une authentification suffisamment forte pour s'assurer que c'est bien des gens qui ont le droit de faire cette restauration et pas quelqu'un qui aurait trouvé un mot de passe par-ci, par-là. Donc, on aura une double authentification avec un petit peu comme quand vous vous connectez à votre banque, avec un SMS, avec un code de validation. Donc cette double authentification, elle est encore en cours de développement, mais donc ça je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais c'est le principe qui a été retenu. Donc on s'appuie sur une architecture système distribuée, donc avec un ensemble d'éléments redondants, donc on est capable de supporter toute panne sur à peu près n'importe quel morceau de notre système. Donc voilà, c'est une architecture qui a déjà été expérimentée sur la V3, donc c'est pas une nouveauté pour nous. Mais voilà. On travaille essentiellement sur l'optimisation de la bande passante. Notre historique en tant que Kiwi Backup, c'est de faire du backup cloud. Ça a toujours été notre cheval de bataille. Donc la bande passante a bien évolué ces dernières années, mais on vient du monde où on faisait des backups avec un ADSL, voire encore un modem au tout début. Donc la bande passante, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Donc on arrive à des ratios de backup d'environ 1%. Donc on backup 1% du volume qui est présent sur la machine, donc ce qui nous permet d'aller rapatrier des données sur un ADSL standard d'environ 100 à 200 gigas. On optimise également le volume de stockage. Donc ça, c'est pour notre partie stockage interne. On va faire de la déduplication, des tas de petites choses comme ça. On parlera un petit peu plus tard. On a une nouvelle architecture donc sur la version 4 sous forme de microservices qui nous assure justement une robustesse. En cas de panne, on a une multiplication de microservices qui permettent d'avoir une souplesse importante, une souplesse de montée en charge.
On peut commencer avec 1 Tera et puis faire évoluer notre plateforme pour atteindre, là l'objectif c'est plutôt 1000 Tera. Donc voilà, on commence pas tout de suite avec 1000 Tera parce que ça ferait des coûts d'hébergement un peu élevés, mais l'architecture du système est prévue pour gérer ce type de volumétrie-là. Voilà, avec tout un tas de technologies, Docker, avec des choses comme ça, j'ai un petit schéma tout à l'heure. Donc voilà, c'est un petit peu un schéma d'architecture. Donc on a un gros cluster Docker qui est en frontal, qui vient récupérer les informations des clients. Je ne sais pas si vous voyez la souris, mais voilà, on a à gauche l'utilisateur qui traverse évidemment une série de firewalls, qui se connecte aux frontaux et ensuite voilà, le backup est divisé. On a une partie métadonnées qui se trouve en haut à gauche. Et puis une partie analyse de log, etc., avec un Greylog à droite, et ensuite une partie purement stockage qui est indépendante du cluster de traitement et sur laquelle on réplique les données 3 fois. Voilà, je rentre pas plus dans les détails parce que après ça devient un peu technique. Donc sur les éléments techniques sur lesquels qu'il faut retenir, c'est effectivement le cryptage des données. Donc dans le transfert, ça c'est la base, et également sur le stockage. Hébergement en France, j'ai un hébergeur agréé HDS. Donc ça, Stéphanie en a déjà parlé, c'est une obligation légale. Toute sauvegarde de données française doit être faite sur un hébergeur agréé. Un élément important, donc ça c'est quelque chose que parfois les gens ont un peu de mal à comprendre, c'est que nous, ce qu'on compte comme étant 1 giga est 1 giga qui est sur votre disque dur, donc sur un serveur, sur un portable ou n'importe quoi, et on offre, nous, 90 jours d'historique, sans facturation du volume que représente cet historique. Si vous sauvegardez 90 fois un fichier de 1 méga, nous, on vous facture 1 méga. On ne facture pas 90 mégas, ou voire avec un peu de compression, 45 fois le volume, etc. Alors que bon, voilà, sur certaines autres solutions, vous allez payer le supplément que représente chaque version sauvegardée. Chez nous, c'est inclus dans le prix. Donc ça, c'est un élément important à connaître quand on veut faire des comparaisons de tarifs. On a également un système de déduplication à la source. Donc si vous avez, vous, un fichier qui est également présent chez un de vos confrères, sur un site distant, sur n'importe quelle autre machine sauvegardée, ben on ne l'expédie pas. C'est-à-dire qu'on va noter qu'il est présent, mais on ne va pas consommer de la bande passante pour dupliquer le système. Ça peut être important quand on a notamment des images d'ICOM en radiologie ou des choses comme ça. S'il y a des réplications de données, ben, vous pouvez sans souci sauvegarder ces données si le fichier est même, on ne sauvegardera qu'une fois. Le client est disponible sous Windows, Linux et Mac. Et la volumétrie est libre, ça je laisserai Stéphanie vous expliquer un peu la tarification à la fin. Tout cet outil est interfaçable avec votre système d'information via un certain nombre d'API qui sont développés, qui existaient déjà sur la V3, mais qui sont également disponibles sur la V4. Donc, ce qui permet de faire de l'auto-provisioning ou des choses comme ça. Si vous créez un client sur votre interface, ben, automatiquement, vous pouvez déclencher la création également d'un contrat de backup et l'enregistrement automatique de la machine. Voilà. Tout ça est automatisable et permet de faire des déploiements assez rapides. Voilà, je ne voulais pas faire trop long sur la partie technique. Maintenant, on va essayer de voir plutôt la partie interface. Donc là, juste, je fais... Ok, je partage mon dossier. Voilà. Ok, donc là, normalement, vous voyez mon écran. Donc un écran de login qui est évidemment la sécurité d'accès. Et donc on voit qu'on est bien sur une version 4.0.7 qui est encore en bêta sur cette version-là. Et donc je me connecte avec un login mot de passe donc, qui est individuel et qui est propre à chaque client et qui lui permet d'accéder
à son interface de gestion. Donc on est évidemment en HTTPS, là on ne voit pas, mais non, c'est pas écrit là. Enfin, voilà, on est en interface sécurisée. Et le premier écran sur lequel on arrive, c'est un tableau de bord qui vous permet de visualiser la... Alors, vous voyez pas le bas du navigateur, je vais essayer de mettre les informations importantes en haut. D'accord, donc on va essayer de faire ça comme ça. Donc le tableau de bord, c'est un élément qui est essentiel et qui permet d'en un seul coup d'œil, quand on est administrateur de sauvegarde, de vérifier ce qui se passe, d'avoir rapidement un état des lieux global de votre parc de machines sauvegardées. Donc le premier élément, c'est le dépassement de contrat. Voilà, vous avez deux contrats et il y en a un qui est à 234% de l'espace que vous lui avez alloué. Donc, sachant que les dépassements de volume ne sont jamais bloquants chez Kiwi, ça c'est une politique générale de nos solutions, c'est qu'on ne va pas arrêter de sauvegarder sous prétexte que vous dépassez de 1%, 2% ou même 234%. Voilà, si vous nous payez pour faire un backup, on ne va pas vous dire qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Après, par contre, on va effectivement aller rappeler le client pour lui dire qu'il y a un dépassement, mais ça reste une discussion amiable. On retrouve également le nombre de contrats, le nombre de machines en alerte. Donc une machine en alerte est une machine que vous avez enregistrée qui n'a pas sauvegardé depuis dans les 40 dernières heures. Donc pour quelque raison que ce soit, la machine est éteinte. La plupart du temps, c'est pour cette raison-là. Soit la personne est en vacances, soit il y a un problème réseau, soit elle n'est pas connectée, soit il y a vraiment un bug, soit je ne sais pas. Il y a tout type de raisons, la plus courante étant que la machine est arrêtée. Donc ça vous permet de voir rapidement que voilà, il y a 29 machines, il faut au moins jeter un coup d'œil et savoir ce qui se passe. Donc on a 7 machines en cours de sauvegarde et ici une liste des machines en alerte depuis 15 jours. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même plus importantes. Donc là, évidemment, c'est que des tests, parce qu'on fait beaucoup de tests sur cette plateforme-là, donc on retrouve tout un tas de machines de tests qui n'ont pas été sauvegardées depuis 42 jours. On retrouve à droite le volume global. Donc on va imaginer qu'on a souscrit 10 Tera et on occupe actuellement 254 gigas donc sur 10 Tera. Il faudrait que j'enlève cette fenêtre. Alors ça c'est la partie haute. En bas, j'espère que vous voyez, en bas, on a un tableau de bord avec un récapitulatif de toutes les machines qui sont en cours de sauvegarde. Enfin, de tous les contrats et de toutes vos machines globalement. C'est-à-dire que chaque case représente une machine. Ici, on a Maison Stéphanie, ici, on a la machine de Céline, la machine Git, Yo, Céline Portable, etc. Regroupées au sein d'un contrat qui s'appelle Beta Santé, qui est en dépassement de 233%, et c'est pour ça que la barre ici est rouge. Les machines qui sont vertes, c'est qu'elles ont eu un backup à 0 jour, donc quelque chose qui est de moins de 24 heures. À partir de 2 jours, ça commence à devenir vert un petit peu plus foncé, puis ensuite ça devient orange, et puis ça devient rouge. Donc quand sur ce tableau de bord, vous avez des clients qui ont plus de 200 machines, ce tableau de bord, d'un seul coup d'œil, vous voyez s'il y a du rouge ou si c'est tout vert. Si c'est tout vert, tout va bien. S'il y a du rouge, il faut cliquer dessus et voir ce qui se passe. Celles qui bougent, c'est des machines qui sont en cours de sauvegarde. Donc la plupart du temps, c'est des tests aussi, parce que voilà, c'est des backups qui ne sont pas allés au bout, donc on les indique à part. On retrouve ici, voilà, selon le nombre de contrats, chaque contrat a son petit groupe de machines. Ça, c'est un outil vraiment important et dont tout le monde se sert quand on a beaucoup de machines, c'est vraiment très pratique. Voilà, donc ça, c'est le tableau de bord. Et ensuite, on va rentrer dans la partie gestion des contrats. Donc ici, on retrouve, alors je vous explique juste en 2 secondes ce qu'est un contrat. Un contrat, c'est quelque chose qui vous lie avec votre propre client. Donc, normalement, pour chaque contrat que vous allez signer avec un client, vous allez enregistrer un contrat auquel vous allez allouer un certain volume. Donc ici, par exemple, le contrat Beta Santé, je lui ai alloué 100 gigas.
et 3000 machines. On a le droit d'enregistrer 3000 machines sur ce contrat-là. Et donc, il y a 44 machines qui sont enregistrées et aujourd'hui, ça occupe 233 gigas. On a pour chaque contrat une clé de contrat, donc qui ressemble en général plutôt à ça. D'accord ? Donc, cette clé vous est nécessaire quand on installe le client sur la machine. On vous demande la clé de contrat, vous saisissez cette clé et ça vous permet d'enregistrer la machine sur ce contrat-là. OK ? Donc, on a la date de création, on peut préciser une date de fin, on peut gérer les mails d'information. Donc, par exemple, ici, on va indiquer qu'on va recevoir les rapports d'alerte de ce contrat-là sur all@2le.net. On peut préciser plusieurs adresses, toto, exemple. On peut préciser également qu'on veut un mail de synthèse, ça je vous montrerai quelques exemples tout à l'heure. Donc voilà, la gestion des contrats, c'est pour ouvrir un nouveau client, vous enregistrez un contrat, vous copiez la clé de contrat et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. C'est assez simple. Ici, vous visualisez la liste des sauvegardes en cours. Donc on en a vu déjà, on a vu une partie sur la salle de contrôle, on a vu qu'il y en avait 7. Donc on retrouve bien ici 7 machines qui sont en cours de sauvegarde. Donc on retrouve le nom de la machine, la date de début de sauvegarde, donc il y a 29 jours. Là, il serait logique de s'inquiéter un petit peu. Et le dernier log, donc ici par exemple un fichier qui ne peut pas être lu. Ici on a un problème réseau. Enfin voilà, ça permet de diagnostiquer rapidement s'il y a des machines qui sont bloquées en cours de sauvegarde et de voir ce qui se passe. Donc ça, tout ça, c'est des tests qui ont été interrompus par la personne qui a fait le test. Donc elle reste ici en cours de sauvegarde. Je peux la supprimer si je constate que tout va bien. Et je peux récupérer la liste des fichiers qui sont en cours de sauvegarde, etc., etc. On retrouve ici la liste des machines en alerte, donc de manière un petit peu plus complète qu'on l'a sur l'accueil. On peut préciser le nombre de jours qui nous permet de déterminer que la machine est en alerte. Donc je peux avoir les alertes 30 jours, les alertes 15 jours. Si je prends 15 jours, j'en ai un petit peu plus. Là, donc je retrouve des machines qui ont 22 jours, etc., etc. Ah, ça fait un pari. Okay, je vais redescendre cet élément-là. Donc on a à chaque fois voilà, la date du dernier backup, donc le 6 octobre, ça fait bien 39 jours entre aujourd'hui et le 6 octobre. Il y a déjà eu une sauvegarde de tel ou tel volume. Je peux supprimer cette machine en alerte, etc., etc. On peut rechercher une machine quand on a beaucoup de machines. Ça peut être intéressant de chercher une machine par son petit nom. Et donc on peut retrouver, voilà, il y a 3 machines Seb Ubu. Un autre élément essentiel, c'est l'écran des statistiques. Donc là, on voit des choses qui sont assez intéressantes. On a des stats de tous les backups, donc classés par jour. On a une rupture ici sur le jour. Donc aujourd'hui, le 14-11, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 sauvegardes. Donc un test de la machine Céline sur laquelle je suis. On retrouve donc le volume transféré. Donc on a transféré 11 mégas. Et le volume source était de 17 mégas. Donc ça nous fait un ratio de 66%, ce qui n'est pas terrible, mais sur un premier backup, c'est à peu près normal. Ici, on est sur des données qui sont un peu plus représentatives de la production. Voilà, on a 18 gigas, et donc on a transféré 397 MB sur 18 gigas, ce qui représente 2%. Notre moyenne générale est autour de 0,5 à 1%. Sur la V3, sur notre plateforme de prod. Donc voilà, on est sur des ratios qui sont à peu près normaux. Donc on a traité ces 20 gigas en 1h08. Ici, on retrouve la version du client. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi. Donc la version brute et puis la plateforme sur laquelle c'est installé. Ça nous sert à nous aussi pour voir s'il y a un souci, qu'on sache quel est le client qui est en cause. On retrouve la configuration du backup. Donc je clique sur l'écran configuration, je retrouve mon fichier de configuration, ça je vous montrerai un petit peu tout à l'heure. Je peux revoir les logs
du backup en question. Et donc je retrouve voilà, les différents logs. Donc, tout ça, c'est des informations, il n'y a pas vraiment de choses anormales. Et je peux voir la liste des fichiers qui ont été transférés. Donc, sur celui-là, voilà, j'ai des fichiers d'images, stage Autriche. Voilà, donc je peux savoir ce qu'il y avait dans mon backup et qu'est-ce qui a été transféré ce jour-là. Donc ça, c'est un écran important aussi pour suivre un petit peu ce qui se passe et voir s'il y a un bon avancement. On retrouve les logs au kilomètre dans cet écran-là. Ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est uniquement en cas de souci. Et un autre élément important, c'est la notion de personnalisation de l'interface. Donc là, je suis sur une interface personnalisée Kiwi Santé. Donc on retrouve en haut à gauche le logo Kiwi Santé. Mais dans le cadre d'un contrat de revendeur, vous avez la possibilité de personnaliser cette interface et donc de changer l'interface et de la mettre à vos couleurs. Puisque cette interface, vous avez la possibilité de donner un accès à vos clients pour qu'ils puissent eux-mêmes suivre leur contrat, suivre leur sauvegarde et voir ce qui, voilà, pouvoir enregistrer des machines, visualiser les stats, etc., etc. Et donc pour ça, généralement, si vous achetez un contrat en marque blanche, vous voulez que ça soit à vos couleurs et à votre marque, ce qui est évident. Donc ici, on a un système qui nous permet de régler le thème. Donc c'est accessible très simplement. Vous allez dans Réglages thème, vous choisissez un fichier qui va permettre de remplacer le logo, un favicon. Donc le favicon, c'est le petit icône qu'on retrouve dans la barre de navigation. Et vous choisissez une couleur de thème principal. Donc si vous aimez bien le violet. Et puis une deuxième couleur qui représente les couleurs qu'on a dans la barre ici, et puis le hover Ah, si je valide et que je recharge ma page, non, bon, ça s'appelle l'effet démo. Voilà, normalement quand je fais ça, j'ai ma modification, voilà, mes couleurs qui changent. Je l'ai fait ce matin, ça marchait très bien. Mais alors attendez, peut-être si je rafraîchis le cache, non, c'est pas mieux. Bref. Donc ce thème est également associé avec un nom de domaine. Donc nous, pour appliquer le bon thème, on a évidemment besoin de savoir qui va se connecter. Et avant que la personne se connecte, on ne sait pas qui est la personne qui va vouloir se connecter. Donc, on a besoin d'avoir une URL qui corresponde à un thème. Donc ici, moi, je suis sur admin.santé.kiwibackup.com. Si vous avez tartampionbackup.com, il faut nous donner cette adresse, la faire pointer sur notre plateforme d'administration et automatiquement, le thème va s'appliquer en fonction de votre nom de domaine. Donc, soit vous avez la possibilité de jouer avec vos DNS et de nous paramétrer ça avec une adresse IP qu'on peut vous donner, soit on vous propose un sous-domaine de sauvegarde.org. Donc vous pouvez faire un tartampion.sauvegarde.org. C'est beaucoup plus facile, ça prend que 15 secondes chez nous, et automatiquement vous avez votre thème qui s'applique. Donc ça c'est la version facile. La version plus compliquée, ça demande un peu de paramétrage. Mais c'est aussi faisable, mais un petit peu plus compliqué. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de l'interface d'administration. Donc, on essaye toujours, nous, de faire des outils simples, faciles à utiliser. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'interface est entièrement responsive, donc accessible depuis votre téléphone, depuis une tablette Android, depuis n'importe quel outil navigateur. Donc, le menu va se fermer, on peut naviguer de cette manière-là. Enfin, voilà. OK, maintenant, je vais vous montrer la partie cliente. Alors, si vous avez des questions pendant que je vois que Céline question pendant ce temps-là.
Donc, voilà, j'espère que vous voyez. Ouais, bon, ça c'est pas grave. Donc là, on est sur l'interface cliente, donc le logiciel qui va s'installer sur votre poste et qui permet de paramétrer la sauvegarde. Donc je vais paramétrer ce que je veux sauvegarder. Donc c'est un logiciel qui s'installe avec un setup tout à fait classique qui sera personnalisable, donc avec un kit marque blanche qui permet de modifier le jeu de couleurs et le logo, un petit peu sur le même principe que le thème d'administration qu'on a montré tout à l'heure, qui est multilingue et multiplateforme. Donc là, je peux passer en anglais. On a également de l'allemand qui n'est pas présenté ici, et puis on a une version espagnole. On n'a pas encore fini toutes les traductions. Voilà. C'est un outil qu'on veut volontairement simple, voire simpliste, pour qu'il soit vraiment très très facile à utiliser. On a zéro formation à faire. C'est n'importe quel technicien peut installer cet outil et paramétrer sa sauvegarde. Le plus compliqué étant de choisir les données à sauvegarder. Donc une fois qu'on installe le logiciel, on se retrouve sur un écran, je vais juste vous le simuler 2 secondes, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et je passe sur test. Donc quand j'ouvre ma sauvegarde, automatiquement je me retrouve sur un écran de ce type-là, donc où je vais enregistrer ma machine. Donc je donne un nom à ma machine, test démo. Je donne une clé de contrat telle que je l'ai créée tout à l'heure dans mon interface de gestion et l'adresse du serveur. Donc celle-là, on l'a volontairement pas mise sur Kiwi Backup puisque c'est censé être en marque blanche. Donc là, vous aurez aussi un alias en sauvegarde.org par exemple ou avec autre chose. Donc chez nous, ça va être pool.santé.kiwi-backup.com. Donc c'est un pool de frontaux, donc il y a plusieurs serveurs derrière cette adresse-là qui permettent de pallier une panne d'un serveur. Voilà, donc une fois que j'ai enregistré, je vais me retrouver, comme vous l'avez vu, à l'accueil, ici, avec des informations succinctes sur mon contrat. Donc je vais voir que voilà, mon contrat il s'appelle Beta Santé, que j'ai enregistré sur le serveur là. J'ai un identifiant de ma machine et l'administrateur en charge de ce contrat, c'est ces adresses-là. Et je lui ai donné comme nom Céline. J'ai ici la liste des dernières sauvegardes. Donc je vois que la sauvegarde que j'ai faite représentait 66%, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure sur l'écran d'admin. Donc voilà, ça c'est la partie accueil, rien de très, très original. Ensuite, on a ici la partie configuration de la sauvegarde. Donc ici, on retrouve la liste des disques qui sont accessibles depuis la machine. Et puis, je peux naviguer dans ma hiérarchie de données, aller voilà, cocher, par exemple, ce dossier-là. Et je retrouve à droite la liste des dossiers qui sont à sauvegarder. Avec la possibilité de lancer un calcul de volume sur ces données-là, sachant que voilà, c'est ce volume-là qui sera utilisé pour la facturation. Et donc, très facilement, vous lancez un calcul, le système va boucler sur l'ensemble des fichiers, puis vous dire combien ça fait. Vous pouvez faire la même chose en faisant une propriété sur les dossiers, mais c'est plus rapide de le faire comme ça. Donc là, on a 3804 fichiers pour 16 mégas. Je peux également exclure des dossiers. Donc si par exemple dans HP, je veux exclure le dossier data, il va se retrouver exclu. Et ici, on peut exclure des fichiers par extension. Donc si vous ne voulez pas que les gens sauvegardent leurs films, vous pouvez exclure les étoiles.avi, étoiles.mp3 par exemple, etc. etc. L'étoile.bac, si on veut enlever les sauvegardes, les fichiers non importants. Ensuite, on paramètre l'heure de sauvegarde. Donc là, automatiquement à l'installation, il va vous sélectionner une heure, généralement la nuit. Donc si vous ne voulez pas sauvegarder la nuit, il faut modifier cette heure.
Sinon, vous pouvez laisser l'heure qui est là. Elle est aléatoire pour éviter que tout le monde installe et personne ne touche l'heure de sauvegarde et qu'on se retrouve avec 2000 backups à la même minute, ça risquerait de poser quelques petits problèmes. Donc vous changez l'heure de sauvegarde, on va prendre du 23, 22 heures ou 20 heures, voilà. Ouais. Ensuite, on a un certain nombre de paramètres avancés, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui permet de gérer la sauvegarde des fichiers ouverts, donc avec une compatibilité VSS du système, et d'éteindre la machine à la fin de la sauvegarde. Ça, c'est évidemment pour les machines de bureau, si on veut que la secrétaire, si on veut économiser un petit peu d'énergie la nuit, on peut éteindre la machine automatiquement. Il faut juste cocher. Je peux lancer la sauvegarde directement depuis l'interface et puis on va la voir tourner. Voilà, on a une petite interface qui tourne et qui voilà, va traiter les fichiers l'un après l'autre. Donc les fichiers ouverts, c'est en fait on utilise la technologie VSS qui est une technologie Microsoft qui permet de faire un snapshot. C'est des termes un petit peu techniques, mais un snapshot des fichiers dans un état cohérent. Donc, par exemple, typiquement un dossier Outlook, quand vous ne pouvez pas copier le fichier PST de votre Outlook pendant qu'Outlook est ouvert. Ça ne marche pas. Le fichier est verrouillé par Outlook et si vous faites un système classique de copie ou un outil de copie FTP, ça ne va pas fonctionner et on va vous dire le fichier est inaccessible. Donc VSS permet de dire à Outlook, quand on déclenche un backup, on va dire à Outlook, tiens, je suis en train de vouloir sauvegarder ce fichier, merci de m'en donner une version cohérente. Donc Outlook va enregistrer sur le disque une version fermée de ce fichier-là et va vous permettre de le backuper. Et à la fin du backup, on va libérer cette version fermée. Et voilà, toute cette opération s'appelle un snapshot VSS et c'est intégré dans notre système de backup si on coche cette case. Alors, vous allez me dire pourquoi elle n'est pas cochée par défaut, parce que ça rajoute une surcharge quand même sur votre disque, ça peut rajouter de l'espace, du volume qui est utilisé pendant ce temps-là. Donc pour l'instant, elle n'est pas cochée par défaut, peut-être qu'on y viendra à l'avenir, mais ce n'est pas tout le temps nécessaire. Donc voilà, on laisse le choix à l'administrateur. C'est la coche la plus compliquée de notre outil. Alors VSS est compatible avec les produits Microsoft, mais tout ce qui est compatible VSS, donc notamment il y a SQL Server, on retrouve Outlook, tous les outils Office. Donc, si vous avez un fichier Word verrouillé, VSS va permettre de le gérer. Et il y a d'autres outils, il me semble, qui gèrent cette techno VSS. Ce n'est pas que les outils Microsoft, mais voilà, ça, il faut regarder la compatibilité de chaque logiciel. Mais généralement, il n'y a pas tellement de soucis avec les fichiers verrouillés. Quand ils sont vraiment verrouillés, c'est compatible VSS. Sinon, vous avez toujours la possibilité d'avoir dans l'outil un outil dans le logiciel installé, un système de backup qui permet de créer un dump de ce backup-là et d'externaliser ce dump. Donc notamment sur Oracle, MySQL, tout ce genre d'outils-là. La bonne politique, c'est d'utiliser le système de backup fourni avec la solution et de backuper ce backup-là. Voilà, donc là le backup se déroule. Si on retourne sur l'interface d'administration, on va voir qu'on en est à 70%. Et voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Je ne vais peut-être pas retourner dessus, mais voilà, juste pour voir, sauvegarde en cours. Si moi je ne suis pas directement sur la machine, je vais retrouver ici la machine Céline, donc qui est 0% parce que j'ai fait un backup tout à l'heure, et on voit qu'on a un progress de 1000 sur 3804, donc 26%. Voilà, donc moi en tant qu'administrateur qui gère un parc, sur cet écran-là, je vois l'avancement de tous mes backups. Donc c'est quand même bien pratique, sans avoir besoin de m'y connecter.
Cet outil-là, il marche également si je lance mon backup en tâche planifiée. Donc à 20h, si j'ouvre à 20h05 mon interface, je vais voir qu'il y a un backup en cours automatiquement. Donc ça, c'est une petite nouveauté par rapport à la version précédente où on avait des difficultés à savoir ce qui se passait, ce qui était en cours. Voilà, pour les usages classiques, j'ai à peu près terminé la présentation du client. Non, je n'ai pas parlé de la restauration, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, le process de backup se lance de manière masquée. Si vous avez même sans avoir besoin d'avoir une session ouverte, le système de programmation utilise des tâches planifiées Windows. Donc ça, c'est une nouveauté de la V4 par rapport à la V3. Ça crée une tâche planifiée qui se lance en mode système automatiquement, que la machine soit... Évidemment, il faut qu'elle soit allumée, ça c'est évident, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une session ouverte et de maintenir cette session ouverte pour que ça fonctionne. Voilà. Après, il n'y a rien qui s'affiche quand le backup est en cours, il n'y a pas de fenêtre qui s'affiche ou autre chose comme ça. C'est totalement masqué. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Donc la partie restauration, évidemment, si je fais une sauvegarde, le but quand même essentiel d'une sauvegarde, c'est de faire une restauration, sinon ça n'a que peu d'intérêt. Donc on retrouve ici dans l'onglet restauration la liste des backups. Donc là, le dernier que je suis en train de faire, je ne l'ai pas encore, mais je pense que d'ici la fin de la présentation, je pourrais vous montrer. Et donc on a fait une sauvegarde à 12h35, le 14-11, dans lequel je vais retrouver mon disque C, mon dossier HP, avec mon dossier data et puis un fichier de log. Je peux cliquer ce fichier de log, cliquer un dossier complet et je retrouve ici la liste des dossiers à restaurer. Je peux restaurer le fichier en lieu et place, donc au même endroit que le donné a été sauvegardé, ou dans un autre dossier que je choisis en sélectionnant mon répertoire. Je lance la restauration et automatiquement ça va me télécharger les fichiers et puis les remettre à l'endroit que vous avez spécifié. C'est vraiment très très simple et très rapide. Donc maintenant, si je réaffiche ma fenêtre, vu que mon backup précédent s'est terminé, je vais trouver donc mon deuxième backup à 14h36 avec le jour le plus récent en haut. Voilà, donc Stéphanie voulait également que je vous parle du multijeu, mais moi c'est une fonctionnalité qui est utile dans certains cas, mais dans 99% des cas, elle n'est pas forcément indispensable. Donc on peut, à partir d'un seul client de backup, sauvegarder plusieurs jeux de backup. Donc plusieurs machines. Donc par exemple, vous voudriez pouvoir sauvegarder par exemple la configuration de votre serveur sur un jeu configuration et, les dumps de base de données sur un autre jeu. Au niveau de l'interface d'admin, vous allez voir deux machines différentes, mais vous avez un seul client qui est installé avec deux paramétrages différents. Donc si je retourne dans le jeu test, ben, je vais voir que dans ma sauvegarde, j'ai encore rien de paramétré. Et dans cette sauvegarde-là, je vais pouvoir paramétrer la sauvegarde de mon dossier programme file avec une heure différente, avec des paramètres avancés différents, et éventuellement avoir des jeux non actifs. Donc là, je peux la programmer celle-là à 2h du matin, et elle va s'exécuter en parallèle de l'autre que j'ai programmé tout à l'heure. Donc voilà. Dans la plupart des cas, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a certains cas d'usage qui peuvent être utiles, c'est quand on veut bien séparer les données, quand on veut avoir plusieurs backups par jour, c'est une des manières de faire, mais c'est pas forcément la plus intéressante. Voilà. Ça permet également de faire de la restauration si on a une machine de développement. Enfin, si on est par exemple un technicien support et qu'on a un certain nombre de serveurs installés à droite à gauche, bah, de les programmer tous sur son interface et de pouvoir basculer pour faire des restaurations d'un serveur A, le serveur B, le serveur C, et d'avoir la possibilité rapidement de resynchroniser les données et puis de restaurer le client que je veux avec une seule interface.
Donc pour ça, c'est vraiment très pratique. Mais c'est des cas d'usage qui sont quand même relativement restreints. C'est pour ça qu'on l'a un petit peu masqué, cette complexité-là, dans un petit menu qui, si vous le souhaitez, vous l'ignorez totalement. Et ça marche très bien aussi comme ça. Ça, on ne l'avait pas sur la V3, ça manquait à pas grand monde, mais de temps en temps, ça manquait voilà, pour les 1% restants. C'est pour ça qu'on l'a un petit peu masqué. Voilà, sur quelle plateforme s'exécute l'outil? Alors, l'outil s'exécute sur, comme j'ai dit tout à l'heure, sur Windows, Linux et Mac. Et il n'y a pas de prérequis, l'interface n'est pas en Java, donc il n'y a pas besoin d'avoir installé de Java, il n'y a besoin de rien du tout. Donc voilà, ça s'installe avec donc un setup.exe pour la version Windows, avec un DMG pour le Mac, et puis avec un .deb pour Linux. Donc c'est des packages intégrés dans le système et qui sont très faciles à installer. Il y a un système de mise à jour automatique. Donc ici, on voit qu'on est en version, alors c'est un peu cryptique, mais le G veut dire interface graphique et le K, c'est le kernel de sauvegarde, donc qui est en version 56 et l'interface graphique en 1032. Donc cette version-là va évoluer au fur et à mesure. Quand je démarre l'interface, s'il y a une mise à jour qui est présente, il va la télécharger automatiquement et l'appliquer. Alors, on ne demande pas à l'utilisateur de confirmer la mise à jour, parce que si on le demande, les gens ne le font jamais, et on se retrouve avec des clients qui sont obsolètes, et ça pose plus de problèmes que ça n'en règle. Donc la mise à jour, chez nous, elle est automatique et systématique. Il y a évidemment une possibilité de le bloquer, mais ce n'est pas quelque chose qu'on conseille. Alors le port c'est le port 4443. Donc sur l'interface, on a un petit bouton vert qui indique si ce port est ouvert. Donc ça, c'est une petite aide pour nos amis les installateurs techniciens. Si le bouton n'est pas vert, c'est pas la peine de nous appeler pour nous dire que ça marche pas, c'est que le port entre votre client et le serveur n'est pas ouvert. Donc ça, c'est un test simple qui est vert ou rouge. Si c'est vert, c'est que ça marche. Si c'est rouge, c'est que voilà, c'est qu'il n'y a pas de communication. Voilà, ouvert en sortie évidemment entre la machine sur laquelle on travaille et le serveur. On n'a pas de connexion entrante du serveur vers le client. Ça serait très très compliqué à configurer et puis on vous en fait grâce. Voilà, donc ça j'ai terminé pour l'interface client. Je vais juste revenir. Alors si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Hein, je surveille le chat et je vais retourner sur ma présentation. Alors page. Donc ça c'est voilà, quand vous allez télécharger le logiciel, il y a quelques présentations, donc des snapshots des écrans que je vous ai montrés. Et ici, on retrouve la partie notification. Donc une notification, c'est quelque chose que vous allez recevoir par mail en cas de souci ou en cas d'une information de backup OK. Donc il y a plusieurs types de notifications. Il y a des notifications de backup OK. Donc tout s'est bien déroulé. On reçoit un mail pour dire c'est très bien, merci. Voilà, vous avez vos stats et puis c'est une information en vert. On a des notifications de backup en erreur. Donc s'il n'y a pas eu de sauvegarde dans les 48 heures, vous avez un mail qui va partir. Vous avez également des synthèses du contrat. Donc s'il y a beaucoup de machines dans un contrat, ça peut être intéressant de voir la synthèse. Donc on a la liste des machines avec leur dernier backup et puis on dit si c'est vert ou pas vert. On a également des informations de dépassement. Si le contrat dépasse, vous avez des logiciels, enfin des alertes pour ces informations-là. Et voilà, toutes ces notifications sont gérées par notre service de notification avec une personnalisation possible du thème. Donc, quand on a modifié le thème d'administration comme on l'a fait tout à l'heure, les mails de notification sont également habillés à la charte. Donc ici, par exemple, j'ai une charte à gauche Kiwi et puis une charte Tartampion Backup à droite. D'accord. Bon, là, c'est un mail d'échec et ici, c'est un mail de succès.
Donc la partie rouge, elle n'est pas personnalisable. Rouge et vert, tout le monde comprend. Donc voilà, on ne remplace pas le rouge par du vert. Mais par contre, tout le reste est personnalisable, le logo, la charte de base, etc. Et les informations qui y sont présentes, évidemment, en bas de page, et on a vu tout à l'heure. Voilà, donc j'en ai terminé pour la partie présentation des mots. Je vais passer la main à Stéphanie pour la présentation de l'offre un petit peu plus commerciale et sur la manière de fonctionner de notre solution. Merci. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez encore. Je surveille ça de mon poste. Merci. Là, nous voici de retour. Là, donc Sébastien vous a expliqué vraiment la partie technique, l'utilisation des Alors, voilà, je ne sais pas si ça va mieux. Je pense, à mon avis, il y a dû y avoir un petit souci au niveau de la vidéo. On vous a perdu. Voilà, ça va mieux. D'accord, très bien, merci. Merci pour votre retour, votre confirmation. Voilà, donc Sébastien vous a expliqué une première partie avec toute la partie interface d'administration, interface utilisateur. Donc moi, ce que je vous propose de voir à présent, c'est de discuter du modèle commercial, donc de la façon dont est commercialisée la solution. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, nous travaillons par système de paliers, c'est-à-dire que nos partenaires souscrivent une certaine volumétrie qu'ils vont ensuite pouvoir répartir auprès de leurs différents clients. Ce sont des volumétries qui sont évolutives, c'est-à-dire qu'on commence avec un premier palier, on enregistre un ou X clients dans son espace, et lorsque l'utilisation de ce premier palier est effective, à ce moment-là, on peut passer au palier suivant et ainsi de suite. Comme Sébastien vous l'a précisé également tout à l'heure, les dépassements sont gérés dans un second temps. C'est-à-dire que contractuellement, on ne peut pas vous dire, bah voilà, non, on n'a pas fait la sauvegarde de votre client parce que votre espace global était en dépassement. C'est pas possible. Donc, c'est pour ça que nous, on a pris la décision d'octroyer des dépassements. Les quotas ne sont indiqués qu'à but informatif. Et ensuite, moi, je vous contacte et puis on regarde ensemble. Soit vous régularisez la situation et restez dans le quota qui est souscrit, soit vous confirmez le palier suivant. Voilà. Donc, au niveau de la tarification, pour la solution Kiwi Santé, on est parti sur deux coûts au giga distincts, c'est-à-dire un coût au giga qui est de 1,50 € jusqu'à 1 Tera, et à partir de 1 Tera, 1 € du giga. À l'intérieur de ces deux ensembles, on a mis en place d'autres paliers que vous pouvez notamment trouver ici. Donc, on commence avec un premier palier de 50 gigas. Une fois que les 50 gigas sont utilisés, au palier de 100 gigas, et ainsi de suite. Sachant que, bien sûr, cette tarification ne tient pas compte du nombre de postes que vous avez installés. C'est-à-dire que vous installiez la solution sur un poste ou sur 50 postes, la tarification sera toujours la même. C'est le volume qui est pris en compte. Voilà. Donc ça, ce sont les tarifs que nous faisons à nos partenaires qui distribuent donc la solution auprès de leurs clients finaux, sachant que bien sûr, nos partenaires ont la possibilité de sélectionner, de choisir eux-mêmes le tarif de vente final au client final en fonction de leur infrastructure, en fonction de la marge qu'ils souhaitent eux-mêmes appliquer. Les bons de commande, donc les commandes sont souscrites annuellement et tacitement reconduites. Sauf bien sûr une négociation donc entre 3 mois avant la date anniversaire. Donc, par rapport à tout ce qui est partie commerciale, il y a également des éléments qui sont inclus dedans, qui sont notamment le kit marketing, qui est composé de présentations et de fiches produits que nous fournissons à nos partenaires pour qu'ils puissent eux-mêmes derrière pouvoir communiquer auprès de leurs clients finaux et pouvoir commercialiser la solution. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie commerciale brute. Je ne sais pas si éventuellement vous avez des questions sur cette partie-là, ou même sur l'ensemble.
de la présentation, savoir si vous avez des questions, si vous souhaitez que l'on revienne sur l'un ou l'autre élément. Alors, oui, c'est ça, le nombre de clients est limité. C'est-à-dire que vous installez la solution sur un poste ou sur 50 postes, la tarification est identique tant que l'on est dans le palier. Aujourd'hui, sur notre plateforme classique, nous avons tout aussi bien des partenaires qui ont, par exemple, 400 clients finaux, mais avec chacun, par exemple, 1 giga ou un petit peu moins de 1 giga, comme nous avons d'autres partenaires qui ont peu de clients, mais par contre qui ont des volumétries qui sont assez importantes. Oui, vous avez posé la question en même temps, je pense que Philippe. Alors, par rapport aux garanties de sauvegarde, restauration que vous proposez, quels moyens de contrôle de ces garanties fournissez-vous? Donc vous avez donc l'interface d'administration qui vous permet de visualiser si les sauvegardes se sont bien passées ou pas, d'avoir un retour sur les machines qui sont en alerte. Et en parallèle, vous réceptionnez quotidiennement un mail qui vous indique si la sauvegarde s'est bien passée ou pas. Du type... Oui, alors par contre, Philippe, du type exercice alarme incendie. Non, parce qu'en fait, les données ne sont pas chez nous. Les données sont hébergées chez OVH. Donc OVH, bien sûr, a mis en place derrière tout un système de sécurité qui est vraiment spécifique à tout ce qui est data center et qui permettent de pallier des problèmes d'incendie ou quoi que ce soit. Après, c'est également la possibilité, vous avez au niveau des garanties, vous, par rapport à vos clients, nous invitons à réaliser de temps en temps des tests de restauration pour être sûr que déjà, les données qui sont sauvegardées sont bien restituées telles qu'elles doivent l'être, et ensuite pour s'assurer que le paramétrage également des sauvegardes est bien à jour. Alors, je vais juste revenir un petit peu au-dessus, j'ai vu qu'il y a une autre. Alors, pour reprendre un petit peu. Alors, si OVH. J'arrive pas. Attendez, j'arrive pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas un problème technique comme celui de jeudi dernier. Rien ne fonctionne chez eux. Comment est-ce que ça se passe? À ce moment-là, chez nous, on a eu, vous voyez, on a eu beaucoup de chance. Chez nous, les sauvegardes, enfin, l'ensemble du service a fonctionné. Après, c'est sûr que tout comme si votre client a un problème de connexion, à partir du moment où il n'y a pas de connexion, on ne peut pas transférer de données, donc il ne peut pas effectivement y avoir de sauvegarde. Ça, c'est effectivement un souci qu'il y a. Après, OVH a largement communiqué aussi sur le fait qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un souci, qu'ils allaient pallier à ce genre de problème et mettre tout ce qui est en œuvre pour ne pas que ce se reproduise, bien sûr. Alors, Philippe qui me demande comment peut-on garantir la restaurabilité des données sauvegardées, pas uniquement par votre bonne foi. Justement, donc, en réalisant des tests de restauration assez régulièrement. Et donc des tests de vérification à faire nous-mêmes. Oui, pour votre... Oui, d'accord. Oui, j'avais pas vu entre-temps, votre question était passée, excusez-moi. Du coup, c'est redondant. Oui, les tests de vérification sont à faire vous-même. Nous, après, notamment par rapport à tout ce qui est données de santé, nous, on n'a pas le droit contractuellement de faire des restaurations des données ne sont peu consultables par le médecin conseil. Alors, vous m'avez parlé des API. De quoi composent-elles les grandes lignes? Alors, les API permettent de créer des contrats, d'avoir également de pouvoir faire des exports, par exemple, de les interfacer éventuellement avec votre CRM ou avec d'autres logiciels que vous avez en interne, pour tout ce qui est facturation. Donc là, je peux vous fournir une liste si vous souhaitez, et vous fournir des éléments complémentaires. D'accord, très bien. Écoutez, je vous enverrai la liste des API qui sont disponibles.
Voilà, donc Julie, voilà, pour solution de garder des données de son application sur smartphone. Non. Non, aujourd'hui, la solution ne s'installe pas sur smartphone. Non. Après, les données de santé sur un smartphone, c'est pas non plus. C'est pas très sécurisé, on va dire. Alors, donc aucune. Oui, aussi, c'est lui. Comme par exemple santé sur iPhone. Personnellement, je ne connais pas. Les données ne sont pas sur Elles sont pas, oui, elles sont pas sur le smartphone, elles sont hébergées sur d'autres serveurs, mais par contre, elles sont consultables, je crois, sur votre iPhone. Je vais trouver un petit peu, voir s'il n'y a pas une question qui a été oubliée. Non, non, Julie. Donc aujourd'hui, notre solution ne permet pas de sauvegarder du smartphone, non. Non. Ah, donc je ne sais pas si vous avez encore, des questions éventuellement. N'hésitez pas. Le volume total de données que nous sauvegardons ce jour, aujourd'hui sur notre plateforme de données, on va dire classique, d'ailleurs on a eu une réunion ce matin, on est à peu près à 50 Tera. Voilà. Après, tout client confondu, plateforme, sachant que bien sûr la solution Kiwi Santé va être bien sûr, oui, sachant que la solution Kiwi Santé va être commercialisée à partir de fin d'année. Donc, bien sûr, aujourd'hui, la solution Kiwi Santé, à part nos tests et puis les tests de quelques bêta-testeurs qui sont actuellement sur la plateforme, il n'y a pas de données sur la version santé. Voilà. Et donc, les 50 Tera, je vous l'indiquais, c'est la solution, ce que nous on appelle la solution Kiwi Online, c'est-à-dire les solutions qui sont entièrement externalisées sur des serveurs mutualisés. Ensuite, on commercialise également la solution sur des solutions dédiées sur des serveurs qui sont notamment serveurs dédiés hébergés chez OVH ou serveurs à câble qui sont hébergés chez les clients, qui utilisent aussi la solution et qui fonctionnent de la même manière. C'est simplement le lieu, on va dire, de stockage, de sauvegarde des données qui diffère. Ah non, c'est 50 Tera en volume source. Volume source. Volume source, dans la mesure où nous, on ne comptabilise pas l'historique. D'ailleurs, ce serait intéressant un jour de savoir ce que représente vraiment le volume réel qui se trouve sur nos serveurs. Donc, c'est 50 Tera de volume source. Et sachant qu'avec les solutions dédiées, le client a la possibilité de prévoir un historique qui est plus long également, en fonction du type de contrat. C'est déjà au moins 60, Oui, sachant qu'avec les réplications. Voilà. Je ne sais pas si vous avez peut-être encore des questions, besoin de précision. On a un peu dépassé le timing. Votre logiciel vous aide-t-il à faire face au dépassement des clients? Vous avez la possibilité, donc vous réceptionnez les mails, les notifications, et vous visualisez également les volumes qui sont utilisés sur l'interface d'administration. Mais nous, on ne bloque pas les sauvegardes.
Il y a certaines solutions qui bloquent les sauvegardes une fois que le volume utilisé est en déplacement, mais nous, on ne le bloque pas. On part du principe, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui, que l'on régularise dans un second temps. Généralement, les clients sont quand même assez ouverts, et donc soit régularisent relativement rapidement, soit passent au palier suivant, tout simplement. Est-ce qu'il est possible d'avoir les coordonnées? Oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas si... du coup, il y a pas mal de choses. Alors, je souscris à 50 gigas pour 50 clients, chacun évidemment. Non, chez nous, ça va effectivement rien changer, parce que vous pouvez très bien, nous, ce qu'on compte, c'est le volume source, c'est pas le volume que vous avez indiqué, vous, sur les contrats. C'est pas ça la question. Nous, on compte le volume utilisé réellement, pas le volume qui est indiqué sur les contrats. Oui, c'est ça, oui. Vous pouvez très bien avoir dans votre espace, effectivement, 50 clients, vous leur avez chacun attribué 1 giga, mais finalement, il y a la grande majorité qui utilise 100 mégas, et puis d'autres plus. À ce moment-là, nous, on va totaliser le volume qui est réellement utilisé, pas celui que vous avez, vous, indiqué sur les différents contrats. C'est vraiment le volume source utilisé. D'ailleurs, aujourd'hui, sur notre plateforme, on a un certain nombre de partenaires qui ont commercialisé, ont vendu plus que ce qu'ils ont aujourd'hui souscrit chez nous, directement. Pourquoi? Parce qu'ils ont surestimé des volumétries donc, de leurs clients. Ils ont proposé des contrats qui sont d'une certaine volumétrie qui est supérieure à celle qui est en place aujourd'hui. Oui, vous pouvez télécharger les slides, bien sûr, et moi je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez également avoir accès au replay, je pense qu'il sera disponible dans peu de temps sur la plateforme Webikeo, que vous puissiez regarder ça à tête reposée et tranquillement. Et puis après, je peux également vous ouvrir des comptes de démo, si vous souhaitez, pour pouvoir tester la solution et puis vous familiariser avec les interfaces. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Parce que j'aurai vos coordonnées directement donc, par la plateforme de Webikeo. Et moi, je vais vous indiquer mon adresse mail. Donc stéphanie@kiwi-backup.com et mon numéro de téléphone. Voilà, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Et donc moi, je vous fais suivre les éléments que vous avez souhaités, c'est-à-dire tout ce qui est slide, et puis pour Philippe, donc les informations sur les API. Les slides sont téléchargeables directement sur la plateforme. Voilà. Donc, je vous propose donc de clore cette présentation. Je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, si je peux vous renseigner sur l'un ou l'autre point, ou si vous souhaitez, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, tester la solution. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous remercie aussi pour votre réactivité. C'est très intéressant de pouvoir comme ça échanger. Merci à vous.